De retour sur le plateau du forum Zéro Carbone de la Tribune, nous allons avoir une après-midi assez dense, pardon du léger retard que nous avons pu prendre, mais nous sommes ravis de vous retrouver. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre sur nos chaînes latribune.fr, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et merci de le faire. De toute façon, vous retrouverez ces débats en replay très bientôt. Alors, si vous êtes en direct, vous allez avoir le plaisir d'écouter une table ronde sur un sujet qui est important, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est la finance. Comment les villes financent-elles leur plan climat? Et pour en parler, nous avons trois experts. Paul Simondon, qui est adjoint à la maire de Paris, chargé du budget et de la finance verte. Merci, bonjour Paul, merci d'être avec nous. Bonjour. Jean-Philippe Lérin, qui est le directeur territorial Paris de la Banque des Territoires. Bonjour. Bonjour. Et Laurent Gauthier-Faleret, qui est directeur du marché des collectivités locales à la Banque Postale. Bonjour. Bonjour. Je ne vais pas vous tourner le dos. Alors, et nous aurons tout à l'heure en différé un message du maire adjoint en charge de l'écologie de la ville de Barcelone, qui nous parlera un petit peu de ce qui se fait comme exemple à l'étranger, que vous connaissez bien, je crois, peut-être, Paul. Alors, à commencer peut-être par vous sur le sujet du plan climat. Donc, la ville de Paris a un plan climat, depuis longtemps d'ailleurs, 2004, je crois. Il a été refait en 2015. Qu'est-ce que c'est qu'un plan climat ? Et on en parlait beaucoup ce matin, comment la mécanique, finalement, se fait entre le choix des décisions d'investissement et leur financement. Oui, la ville de Paris s'est donné des ambitions très fortes, bien sûr, sur la transition écologique. Ça a été décliné alors, dans un plan climat qui a été mis à jour plusieurs fois. La dernière version date de 2018 avec un plan climat air-énergie qui décline, dans le cadre de la COP21 et de l'accord de Paris, les objectifs propres à une ville qui, en 2050, doit être dans la neutralité carbone et 100% énergie renouvelable, mais sur tous les champs d'action publics, avec des mesures très concrètes. Et depuis, bien sûr, dans chacune de nos actions, nous avons à décliner ces éléments. Ça représente des objectifs que vous connaissez sans doute sur la mobilité, sur l'aménagement de l'espace public, sur l'énergie, sur l'organisation des services publics pour aider cette transition. Et donc, bien sûr, ça a un coût. Le nouveau plan vélo que nous venons d'annoncer, deuxième phase, après un plan vélo déjà réalisé dans la précédente mandature, c'est 250 millions d'euros de prévus. Nos ambitions en termes d'éco-rénovation et de végétalisation avec le plan 170 000 arbres, c'est de l'ordre de 400 millions prévus d'investissement d'ici 2024. Donc on est bien sûr sur des investissements très importants. Alors comment est-ce qu'on les finance ? D'abord, en faisant le cœur de l'activité, c'est-à-dire ce ne sont pas des investissements en plus, c'est pas on fait les projets qu'on faisait avant de ce genre de préoccupation et en plus on met une cerise sur le gâteau de transition écologique. C'est bien au cœur de la réflexion dans chacun des domaines de l'action publique. Ensuite, avant la crise sanitaire, c'était bien sûr dans le cadre d'une politique d'investissement en très largement partie autofinancée, avec d'ailleurs un encours de dette stabilisé dans les dernières années, 2017, 2018, 2019, avant la crise sanitaire. Ensuite, il y a eu la crise sanitaire, ses conséquences économiques pour tous les acteurs privés et publics, bien sûr. Pour la ville de Paris, le coût global sur 2020-2021, nous l'estimons à environ 1,2 milliard d'euros. Bon. Donc on est sur un coût majeur, on a fait le choix de continuer à investir, bien sûr. Et donc, comment continuer à investir ? Je vais d'abord dire comment est-ce qu'on ne le finance pas. On ne le finance pas par le plan de relance européen, auquel nous n'avons pas d'accès direct sur les projets d'investissement de la ville. Et on ne le finance que très, très marginalement par le plan de relance français, puisqu'il n'y a pas eu de choix de venir aider les collectivités, et en aucun cas celles qui investissent le plus, donc les très grandes villes, sur leurs projets d'investissement. Pour donner un ordre de grandeur, en 2021, sur plus d'1,5 milliard d'investissements, la dotation d'investissement plan de relance est de l'ordre de 30 millions. C'est-à-dire ce qu'on pouvait avoir en dotation hors période de crise et de plan de relance il y a 4 ou 5 ans. Donc on est sur quelque chose d'assez sans effet de levier, je peux le qualifier comme ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas, bien sûr, des aides très importantes dans le cadre de la mobilisation d'autres acteurs, comme la Banque des Territoires, sur des outils que nous mettons en place.
Et donc, nous émettons, là, sur ces années-là, et puis ensuite, nous aurons bien sûr un retour de notre autofinancement bien meilleur, on le souhaite, nous émettons des obligations vertes, des obligations durables. On a commencé en 2015 par une première une émission d'obligations vertes. En 2017, la ville de Paris a publié un framework pour quantifier un peu les projets, les qualifier. Et depuis, la dernière émission date de la semaine dernière, nous avons en tout 1,2 milliard d'émissions en quatre émissions vertes et durables que nous avons. Ce qui vous situe comment dans le panel des émetteurs en France? Ça dépend. Public, j'entends. Parmi les villes, bien sûr, de très loin devant. Après, il y a des émetteurs qui sont dans une autre échelle. Je pense à la Société du Grand Paris, qui est là sur des montants qui sont très différents, pour le coup, et nettement plus importants. Comment nous justifions ces obligations? Bien sûr, nous publions ensuite un reporting précis. C'est important d'expliquer c'est quoi une obligation verte, un green bond. Finalement, c'est une émission de dette, donc d'obligation, comme c'est classique pour un acteur public, mais je pense que vous en parlerez, bien sûr, selon la taille de l'acteur public. Tout le monde n'a pas accès à ce type d'outils. La taille de la ville de Paris permet d'y avoir accès. Par contre, elle vient, et les investisseurs qui choisissent donc d'investir dans ce type d'outils ont besoin d'une justification que ça va servir à financer des projets spécifiques de transition écologique et de solidarité quand on parle des obligations durables. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est comment vous faites pour rendre des comptes, pour apporter une certaine transparence. D'une part, nous avons, bien sûr, nous avons un reporting fréquent. Nous publions des reportings qui sont extérieurs à la ville et qui viennent justifier du fait que les projets qui ont été financés correspondent bien aux critères et aux critères des green bonds. D'autre part, parce que ça ne nous semblait pas tout à fait suffisant, on sait qu'il y a des questions de transparence sur ce type d'outils. Nous nous sommes lancés avec d'autres collectivités dans une initiative de mesurer l'impact global climatique de notre budget. Parce que le problème, c'est quand on vient faire financer certains projets par des green bonds et qu'on a d'autres projets climatiquement beaucoup moins intéressants et pour lesquels on ne parle pas de leur mode de financement. Ça arrive, on connaît des acteurs qui font ça. Donc nous, on essaie d'être dans la transparence là-dessus et avec I4C en particulier et d'autres grandes villes, nous avons mis en place une lecture de l'impact climatique de notre budget qui est maintenant annexée à nos documents budgétaires. À la fois en investissement comme en fonctionnement, nous sommes capables de dire dans tel type de politique publique, dans tel secteur d'activité pour la ville, l'impact, quelle part de nos dépenses a un impact très favorable, neutre, voire défavorable quand il en reste sur les objectifs climatiques. Et donc, nous pouvons avoir un outil à la fois de reporting pour les investisseurs des green bonds, mais aussi un outil de pilotage budgétaire, un outil politique de pilotage grâce à cette lecture climatique du budget. Alors, je ne sais pas si beaucoup de Parisiens nous regardent, mais en ce moment, c'est un peu tendu au Conseil de Paris, c'est public, on voit des vidéos, il y a pas mal de débats. Comment est-ce que vous, politiquement, finalement, ça se passe sur l'élaboration de ce budget vert par rapport à la majorité? Est-ce que vous avez des pressions pour aller plus loin, par exemple, de vos alliés? Est-ce qu'il y a une dimension politique de ce plan climat qui est importante ou pas? Il y a là-dessus une grande solidarité de la majorité municipale autour des objectifs de transition écologique et des choix budgétaires qui sont faits pour aller vers ces objectifs. Puis après, il y a un principe de réalité, de l'impact de la crise climatique et de l'absence totale de soutien de l'État. La crise sanitaire, vous voulez dire? De la crise sanitaire, pardon. Ouais. La crise sanitaire et des conséquences économiques de la crise sanitaire, avec ce coût de 1,2 milliard. Donc ça vous oblige à faire des choix, c'est ça, vous pouvez faire des arbitrages. Bien sûr, c'est dans ce cadre-là que se font les choix budgétaires. Enfin, nous ne sommes pas les seuls acteurs à avoir été obligés de s'adapter à la situation économique. Tout le monde le fait, c'est d'une banalité totale. Ce qui nous a amené à avoir une lecture très politique du sujet, c'est l'absence de soutien de l'État qui a été organisée sur ce sujet précis des collectivités, en particulier des grandes villes qui ont été beaucoup plus touchées que les autres, parce qu'elles dépendent d'une économie très exposée, celle de la culture, du grand événementiel, des congrès,
ce qui n'est pas la même structure de recettes que d'autres collectivités, par exemple. C'est sûr, on a vu que les relations avec Bercy sont un peu tendues. Ça arrive. Ça arrive. Alors, pour parler de cette mécanique, effectivement, des plans climat et de leur adaptation, ce qui est possible de faire à Paris, et on le voit, une vraie ingénierie financière de grandes villes, est-ce qu'on peut l'adapter à des villes moyennes ou à des plus petites villes? On va en parler maintenant avec Laurent Gauthier-Falleret à la Banque Postale. Comment est-ce que vous vous occupez des collectivités locales? Comment est-ce que vous pouvez apporter des solutions? Est-ce que ce que fait Paul Simondon, on peut finalement apporter ce type de réponse à d'autres villes, et comment vous le faites? Ouais. Alors, merci effectivement pour cette question qui nous tient à cœur. La Banque Postale, on est très engagé de longue date sur la transition écologique. On est une banque publique, on veut être banque et citoyenne. Et dans ce cadre-là, on a réfléchi finalement sur cette thématique de la finance verte. Ce qu'on a vu, c'est que les grandes collectivités en fait pouvaient s'équiper, travailler en fait sur ces obligations vertes, mais que ce n'était pas accessible pour la plupart des collectivités locales. Ce n'était pas accessible pour deux raisons. La première raison, c'est les montants, puisque une obligation verte, je ne sais pas quel est le montant de la vôtre, 300 millions, voilà, généralement en moyenne, c'est 250 millions. Donc vous voyez que ce n'est pas accessible en fait à la plupart des collectivités locales. Le deuxième aspect, c'est que, et Paul Simondon en a parlé, il y a également la question du reporting, avec des compétences qui sont assez diverses, puisque une collectivité locale, elle va intervenir aussi bien sur les mobilités que sur l'eau et l'assainissement ou les déchets. Et il y a une complexité pour les collectivités locales à justement pouvoir apporter les indicateurs, quand on est une petite ville en tout cas, apporter les indicateurs qui sont attendus par les investisseurs. Donc nous, Banque Postale, on s'est dit finalement, on est le premier prêteur des collectivités locales, c'est notre responsabilité de démocratiser les obligations vertes. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé en mai 2019 des prêts verts à destination des collectivités locales qui permettent, nous finalement, on fait le travail de recensement des projets, d'identification des projets qui sont compatibles avec la taxonomie européenne, c'est-à-dire en fait, pour le dire dans un français que tout le monde comprend, on va dire une classification qui est compatible avec une trajectoire à 1,5 ou 2 degrés. Donc on identifie ces projets-là, on demande les indicateurs aux collectivités locales, des indicateurs assez simples, et puis ensuite on va faire le travail finalement de reporting auprès des investisseurs. Donc on rend ce service-là à partir de 300 000 €. Donc vous voyez, par rapport aux 250 millions dont on parlait précédemment, on est en fait vraiment sur une démocratisation des obligations vertes. Juste peut-être pour avoir un petit chiffre comme ça qui montre de quoi on parle. Entre 2008 et 2020, il y a 7 collectivités différentes qui ont émis des obligations vertes. Nous, on a pu faire 400 prêts verts en l'espace de 2 ans à peu près. Donc si je comprends bien, mais c'est le métier classique de la banque, c'est vous faites une intermédiation. Et ce travail d'intermédiation, vous-même, vous émettez des green bonds de votre côté. Exactement. Comment ça se passe du coup? Parce que vous faites on pourrait parler d'une forme de titrisation de prêts verts. Effectivement, on émet donc pas directement, mais via une filiale de la Caisse des dépôts et consignations qui s'appelle la SFIL. On émet des green bonds qui là vont s'adresser aux investisseurs et on va leur apporter finalement ces indicateurs. C'est nous qui faisons le travail de récupération de ces indicateurs. Et une grande différence avec la plupart des programmes, c'est que souvent, dans les programmes d'émissions vertes, on est sur des gros montants. Nous, on est sur plein de petits prêts, en fait. Alors, on en a des plus importants. En moyenne, ça représente combien de prêts? En moyenne, donc il y a 400 prêts. En moyenne, on est sur un peu moins de 4 millions par prêt. Et après, on est entre 75 millions pour le SICTOM, qui était le plus gros prêt que nous ayons fait, en prêt vert que nous ayons fait. Et puis 300 000 € pour les plus petits. Et face à cette décentralisation auquel on fait face et recentralisation dans le financement, comment vous vous assurez que les objectifs qui sont différents dans chacune des villes, vous arrivez à promettre aux investisseurs que le caractère vert, que ce n'est pas du greenwashing d'une certaine façon, qui vous aide, vous travaillez avec qui pour faire ça, pour faire des indicateurs de performance qui soient professionnels? Ouais. Alors on a eu un travail en fait un peu en deux temps, c'est-à-dire que d'une part on a dû
définir des indicateurs avec un cabinet qui s'appelle Carbone 4 et construire une méthodologie ad hoc adaptée en fait qui nous permet finalement de faire le reporting auprès des investisseurs. Et ensuite, on a évidemment challengé cet aspect-là en rencontrant des collectivités locales, en construisant avec elles, en s'assurant qu'elles allaient pouvoir nous fournir les informations de manière relativement simple pour elles, parce que notre objectif, encore une fois, c'est de démocratiser. Donc, si on demande un audit qui coûte 50 000 €, vous voyez que pour 300 000 €, ce n'est pas possible. Donc, on a essayé de trouver le bon équilibre. Il faut mutualiser, en fait. Voilà, il faut simplifier les choses. Alors, Jean-Philippe Lérat, je le disais, vous êtes directeur territorial Paris de la Banque des Territoires, c'est la Caisse des dépôts, d'une certaine façon. Aussi, comment vous faites? Vous êtes en relation, bien sûr, avec le marché des collectivités locales. Vous avez le plan de relance qui est en cours. Toute une bonne partie est verte. Et vous entendiez tout à l'heure Paul Simondon qui disait l'État ne nous aide pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous faites déjà dans la transition écologique et est-ce que vous allez jouer un rôle plus important à l'avenir, sachant que les besoins sont presque infinis pour la transition écologique? Merci pour votre question. Merci beaucoup de nous avoir invités sur ce plateau. Déjà pour vous dire qu'on est bien évidemment aux côtés des collectivités, aux côtés de la ville de Paris. Paul Simondon parlait tout à l'heure du plan climat de la ville de Paris, et donc c'est un plan qu'on a signé. Et on l'a signé, et c'est valable finalement pour toutes les collectivités, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on a un partenaire historique des collectivités locales, et donc c'est un besoin du territoire, et en tant que banque des territoires au service de ces besoins-là, on se doit d'être à leur côté. La seconde bonne raison, c'est qu'on est très engagé pour la transition écologique et énergétique. C'est un engagement de longue date, puisque déjà la Caisse des dépôts, dans les années 2000, avait déjà mis les premiers pas sur des travaux sur justement l'effort pour la transition écologique et énergétique, qui s'est accéléré récemment avec la création de la Banque des territoires, puisque dans la création de la Banque des territoires, un des 4 axes stratégiques, c'est des territoires plus durables. Et enfin, c'est devenu aujourd'hui un élément central du plan de relance, avec un plan dédié pour le climat, un plan climat 2020-2024, avec 40 milliards d'euros qui ont été prévus pour accompagner les territoires dans leur transition écologique et énergétique, dont 20 milliards en contribution Banque des territoires. Donc c'est des choses qui sont très concrètes, auxquelles finalement beaucoup participants ici. Donc il y a des fonds propres de la Caisse des dépôts qui sont engagés, bien évidemment, mais il y a également, et statistiquement, on doit être assez nombreux dans la salle à avoir des livrets d'épargne réglementés, et donc vos livrets concourent très concrètement à la réalisation de projets de proximité en faveur de la transition écologique et énergétique. Tout ça parce qu'on a aujourd'hui, dans la Banque des territoires, 3 façons d'accompagner les collectivités. Un accompagnement en ingénierie, en expertise, donc c'est tous les travaux qu'on peut mener aux côtés des collectivités, aux côtés des acteurs territoriaux plus largement d'ailleurs, pour faire émerger des projets. Et ensuite, nous avons des moyens financiers, à la fois des prêts réglementés, qui sont des prêts de long, voire de très long terme. On a des prêts jusqu'à 80 ans dans certaines situations, ou des fonds propres également pour accompagner des objets qui ont un équilibre économique et sur lesquels, tout à l'heure, Paul Simondon parlait effectivement de pouvoir avoir un autofinancement, permet après d'autofinancer également d'autres projets. Donc très concrètement, ce plan de 20 milliards, sur quoi il est réparti? Alors, pour faire simple, on va dire qu'on a 4 grandes poches. Donc il y a la production d'énergie renouvelable. Ça, c'est quelque chose de très important. À la fois les énergies qui sont, entre guillemets, matures, qu'on connaît, l'hydroélectricité, le photovoltaïque, mais également des énergies plus innovantes, des énergies de demain, l'hydrogène vert, sur lesquelles aujourd'hui on est en capacité d'accompagner les collectivités. C'est quand même 8,8 gigawatts que l'on souhaite produire dans ce plan, que l'on souhaite financer dans ce plan. Ça fait 4,5 millions de foyers qui bénéficieront d'énergie verte à l'issue de ce plan. Premier point. Ensuite, il y a la mobilité qui est la mobilité verte. Donc là-dessus, pareil, on a un important travail d'appui en financement aux collectivités, à la fois sur des éléments d'infrastructure, de voirie. J'entendais le plan vélo, et ça, on est en capacité d'accompagner les collectivités dans le financement de pistes cyclables, donc toutes les mobilités douces.
On a également des solutions. On peut accompagner des solutions innovantes. On connaît peut-être sur le territoire parisien, en tout cas, CityScoot, Hype, qui sont des taxis à hydrogène. Sur d'autres territoires, Clem aussi pour l'autopartage. Donc voilà, toutes ces solutions qu'on peut accompagner. Et puis les infrastructures, puisque c'est clé les infrastructures. Et donc très concrètement, à l'issue de ce plan, on souhaite avoir financé 50 000 bornes de recharge pour des véhicules électriques et 11 000 véhicules propres. Troisième point, c'est bien évidemment l'environnement et la biodiversité. Et donc, à la fois par notre filiale, CDC Biodiversité, qui est une start-up expérimentée déjà en la matière. Qui était là ce matin. Qui était là ce matin. Et donc, qui a d'ailleurs pas eu le temps de dire un mot sur son plan nature de 2050, je crois. Voilà, qui vise justement à arriver à compenser et à produire des compensations très importantes pour justement, vous savez, dans la compensation, il y a éviter, réduire, compenser. Donc, il y a à la fois la sensibilisation avec le Global Diversity Score que CDC Biodiversity a mis en place. Et puis, il y a également cette capacité à proposer des sites de compensation naturelle. Et donc, c'est un des éléments effectivement clés, des éléments du plan de relance. Il y a également tous les sujets sur la résilience, puisque parler de la transition écologique, c'est parler de résilience. Donc, c'est les réseaux. Ça, c'est un point important. La transition alimentaire également, sur laquelle on pourra revenir, et qui font partie de cet axe, donc environnement, biodiversité. Et puis enfin, quelque chose qui nous touche tous, c'est la rénovation thermique des logements et des bâtiments publics. C'est des choses qui sont très importantes. L'idée pour nous, c'est avec ce plan climat, donc 3 milliards qui sont sur ce dernier axe, c'est de pouvoir accompagner la réhabilitation de 22 millions de mètres carrés de bâtiments publics et de près de 500 000 logements sociaux. On est des partenaires historiques du logement social, et là, on souhaite être présent pour ce rendez-vous de la transition énergétique et écologique des logements sociaux. Alors, c'était très intéressant ce panel, parce qu'on a des solutions de marché, on en a parlé, on a le système bancaire, j'allais dire classique, privé, et puis il y a l'État, que vous incarnez, monsieur, d'une certaine façon, c'est la mécanique, en tout cas, de la garantie publique, effectivement, via l'épargne collectée par les livrets, qui permet de faire cette transformation avec des prêts à très long terme. Alors, ma question, elle s'adresserait peut-être à tous les trois, parce que c'est justement ce sujet. On est confronté à une accélération, aujourd'hui, des besoins de la transition écologique. On en a parlé. Il y a des dimensions infrastructures, et puis il y a des dimensions sociales. Il va falloir aider et accompagner pour les collectivités locales, notamment pour ceux qui seraient les principales victimes des changements. Je pense ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture électrique ou de rénover leur logement. Donc peut-être, les besoins étant immenses, j'allais dire pas forcément infinis, mais en tout cas immenses, comment est-ce qu'on peut accélérer ces changements dans la décennie qui vient? Est-ce qu'on peut mettre en place des financements nouveaux, des financements innovants qui permettront de tenir finalement les engagements? Parce que quand on dit neutre carbone 2030, c'est un engagement extrêmement fort. Aujourd'hui, on le disait ce matin, beaucoup de gens, il y a un scepticisme sur la capacité d'y arriver. Paul, à Paris, puis on... Alors, bien sûr, il y a besoin de mutualiser et il y a besoin de travailler ensemble. Il faut qu'absolument tout le monde s'y mette, on le sait, les objectifs ont été partagés. Et comme je le disais, il y a besoin que ce soit au cœur de chacune des politiques publiques. La transition écologique sans être attentif à la solidarité et à son acceptation sociale, on le sait, ça marche pas. C'est pas. C'est à la fois, on l'a déjà vu. l'a dit, sans transition juste, il n'y aura pas de transition. Voilà, c'est par pragmatisme et par. Est-ce que vous intégrez ça vous-même dans les mesures? Bien sûr, on en tient compte, c'est obligé, et on le fait en réfléchissant à notre rôle en termes de transition, pas que comme acteur économique, on délivre du service public, et donc ce service public doit être moteur de la transition. Mais c'est pas que ça, on agit par d'autres leviers. On est aussi un acheteur la commande publique à Paris, c'est 1,6 milliard par an, c'est très important. C'est pour avoir des biens et des services pour rendre ce service public. Mais quand on met en place notre deuxième schéma de la commande publique responsable, on met un pilier écologique et un pilier social qui sont très importants pour avoir vraiment un soutien et une aide à la transition d'acteurs, y compris beaucoup de PME, de structures de l'économie sociale et solidaire qui vont venir
avoir accès à ce marché de la ville. Quand on a pu lancer le Paris Fonds Vert, aider, on n'était pas tout seul bien sûr, mais à l'initiative de la ville, on aide des acteurs économiques à financer cette transition parce qu'ils ont des solutions qui peuvent être utiles. Et de même, quand on va mettre en place la coopérative carbone avec la métropole du Grand Paris, là aussi, on offre des débouchés de compensation carbone sur le territoire, là aussi avec l'aide d'investisseurs, de partenaires publics et privés. Mais c'est important qu'on ait cette gamme de solutions et qu'on s'adresse à tous en pensant toujours à la solidarité et à l'effet des transitions qu'on propose. C'est ce qu'on le fait sur les mobilités. Solidarité non seulement entre les individus, mais également solidarité entre les territoires, si je bien sûr. Bien. Entre les par territoires. Exemple, au financement des transports publics en Ile-de-France, il y a une responsabilité de la ville. Bien sûr, c'est pour ça que Paris, depuis longtemps, finance les transports publics largement, y compris en dehors du territoire parisien, et que Paris est de loin le premier contributeur à tous les fonds de péréquation possibles et imaginables, et un contributeur net, puisque Paris verse plus en péréquation qu'elle ne reçoit en dotation de l'État. Laurent Gauthier, faudrait peut-être même question, mais en l'élargissant aussi à cette question de la solidarité. Oui, alors déjà, peut-être, je pense que le premier sujet, c'est que les collectivités locales, elles ont une responsabilité aussi d'exemplarité. Et on parlait tout à l'heure de la question de la rénovation. C'est vrai que la rénovation du patrimoine public doit être une priorité, parce que c'est vrai que demander aux particuliers finalement de rénover son logement alors même qu'il y a certains bâtiments qui sont perfectibles dans le public, je pense qu'il y a une logique en tout cas d'exemplarité, et d'ailleurs les collectivités s'engagent dans ce type de démarche. Ensuite, ce que nous mettons en place à la Banque Postale, ce sont des crédits à impact, c'est-à-dire à destination des particuliers, où quand ils font par exemple l'acquisition d'un véhicule propre, on va bonifier le taux par rapport à des conditions identiques, à un véhicule, thermique classique. De la même façon, on a le même type de dispositif dans le cadre de rénovation en fait des logements. Donc c'est une démarche où on essaye de bonifier les taux pour des citoyens, pour faciliter finalement l'accès à cette transition juste qui est quand même notre cheval de bataille. Même question pour vous, Jean-Philippe Lérat, et au-delà de ça, le rôle de la Banque du Territoire, est-ce que vous allez devenir une sorte de banque du climat à l'échelle du territoire, justement? Alors, sur la sémantique, je ne m'aventurerai pas sur ces points-là. En revanche, comme vous l'aurez compris, finalement, la transition écologique et énergétique, ça irrigue finalement, et je rejoins complètement ce qui a été dit, c'est quelque chose qui n'est pas en silo, mais qui irrigue finalement tout ce qu'on peut faire par ailleurs. Donc, deux réponses à ça. Déjà, effectivement, un effet de levier, c'est-à-dire qu'on est des financeurs, on est des investisseurs, mais on n'est pas des gens qui intervenant ni en exclusivité, ni en monopole, et donc on le fait toujours parce que, finalement, dans nos interventions, on cherche à avoir un effet d'entraînement. Donc il y a des solutions qu'on a développées en avance de phase et qui aujourd'hui se répandent sur tous les territoires en bénéficient. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, on intervient aussi bien à Paris que dans des territoires qui sont très ruraux, et les solutions qu'on développe ici peuvent être ensuite développées sur d'autres territoires, ou inversement. Je prenais l'exemple par exemple de CityScoot, on a commencé à Paris et ça se développe sur d'autres territoires. Clem, qui est de l'autopartage, c'est une solution qui a été éprouvée dans beaucoup de territoires très ruraux et aujourd'hui qu'on a pu développer aussi à Paris pour l'autopartage parisien. Donc il y a vraiment cette mutualisation. Après, techniquement, il y a aussi une volonté d'avoir des taux bonifiés sur des prêts de très long terme. On l'a compris, le financement, c'est la clé de voûte de ces grands projets qui sont souvent des projets qui sont très coûteux pour les collectivités. Donc dans cette période, je dirais, éprouvante aussi pour les budgets, avec des dépenses d'investissement, de fonctionnement qui doivent être maintenues, et puis des recettes budgétaires qui sont en berne. Une des solutions qu'on propose, nous, c'est des taux qui sont bonifiés et des financements de très long terme. Dès qu'on fait des financements sur 40, 50 ans, on arrive à conforter en tout cas la capacité budgétaire des collectivités. Et j'insiste là-dessus, mais les taux que l'on propose, ils ont la même structure, que l'on soit des très grands émetteurs comme la ville de Paris, très bien notés, ou des communes qui sont parfois dans des situations financières un peu plus précaires. Ça, c'est un premier point. Et puis, vous parliez d'innovation, on a aussi des mécanismes innovants
Je prendrai par exemple l'exemple de l'Intracting. Très simplement, c'est en fait des avances qui sont versées pour des projets, et les économies énergétiques générées par les avances, enfin la réalisation des travaux donc payés par ces avances, viendront rembourser ces avances-là. Donc on est dans un cercle vertueux. Et donc ces travaux d'Intracting, voilà, qu'on fait depuis quelques années déjà, on les a encore améliorés de telle façon qu'aujourd'hui on est en mesure de proposer des taux par exemple à 0,25%, voire même à 0% en valorisant les crédits carbone générés. Voilà, donc ça c'est très concret, c'est notre travail, c'est comment on peut financer finalement la transition écologique en faisant en faisant porter la moindre charge pour les collectivités, et en favorisant comme ça un investissement à long terme, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui doit être engagé aujourd'hui dans un contexte budgétaire, encore une fois, qui est compliqué. Alors, il y a des initiatives qui sont différentes, pourraient paraître plus gadgets, mais qui m'ont frappé. Par exemple, en ce moment, au Jardin des Tuileries, vous pouvez acheter un arbre. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Est-ce que ce sont des initiatives, la mobilisation citoyenne pour planter des arbres, des forêts en ville, travailler sur la végétalisation qui se développe, sur lequel la ville pourrait accompagner une forme de, quelque part, la cité qui se réunit pour essayer d'améliorer la situation climatique de tous? Bien sûr, c'est déjà le cas sur de nombreuses initiatives. Quand on utilise le budget participatif pour proposer, depuis 2014, pour proposer aux Parisiennes et aux Parisiens de décider quels sont les investissements importants dans un quartier, à l'échelle d'un arrondissement ou d'une ville, ça permet de prendre en main, et y compris, on voit que les projets environnementaux et de transition écologique sont souvent portés. Et je parlais tout à l'heure du projet de coopérative carbone. Parmi les outils qu'elle pourra développer, on le souhaite, il y a bien celui de l'accès, y compris à des financements participatifs pour des projets de compensation carbone à impact local. Quelque chose qui se développe aussi, c'est, vous l'avez un peu esquissé, c'est les social bonds. Ça va un petit peu avec, et ça, dans cet accompagnement, est-ce que ça, vous faites ça aussi au niveau de la Banque Postale, oui, avec cette dimension très sociale que vous avez? Oui, tout à fait. Alors, on a développé en fait les social bonds même avant les prêts verts. On les a développés en fait puisque nous sommes le premier financeur des hôpitaux publics. Et c'est dans ce cadre-là en fait qu'on intervient sur les social bonds. Moi, je voulais rebondir sur la question aussi de l'inclusion du citoyen et juste prendre un exemple de ce qui peut se faire. On a par exemple la métropole européenne de Lille qui s'est dit en fait, moi je veux créer un écosystème autour de l'économie circulaire et favoriser le développement en fait de petites startups qui concourraient à ma politique, même si c'est du privé pur. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a lancé un appel à projet avec une filiale de la Banque Postale qui s'appelle KissKissBankBank. Et qu'on a pu, du coup, ensuite, la métropole a sélectionné des projets et les a mis en avant. Et ensuite, ce sont les citoyens qui ont participé à ces projets. Donc, il y a bien eu, les citoyens ont eu des contreparties, mais ça concourait en fait à la politique de la ville. C'était cohérent par rapport à la politique de la ville. Vous aviez pardon. terminé votre... Excusez-moi. Je vous en prie. Donc, c'était cohérent par rapport à la politique de la ville. Et donc là, ce sont d'autres acteurs qui mettent ça en œuvre, mais avec l'appui de la ville, de la métropole, qui en a fait la promotion. Alors, on arrive au bout de cette table ronde. Il y a une invitée plutôt surprise, qui est Jeannette Sanz, la maire adjointe en charge de l'écologie, l'urbanisme, les infrastructures et la mobilité de la ville de Barcelone. Elle n'a pas pu être présente, mais elle nous a enregistré une vidéo. Alors, je ne sais pas si en régie, on peut nous proposer son témoignage. Los ayuntamientos tenemos encima de la mesa uno de los retos más importantes, que es financiar las políticas que debemos hacer para que los vecinos puedan seguir viviendo en nuestras ciudades. Somos la administración más cercana a la gente, pero a la vez somos la que tiene un presupuesto más escaso. Por eso debemos tirar hacia adelante una transición que sea justa, que no nos dejemos a nadie atrás, pero también una transición que sea verde y que por tanto nos permita abordar con políticas innovadoras la lucha contra la emergencia climática. Y en Barcelona lo estamos haciendo, con
un nuevo modelo urbano y económico que es Superilla Barcelona, que en los próximos años nos permitirá ganar más de 1 millón de metros cuadrados, que se lo sacaremos a los coches para dárselo a la ciudadanía, para poder vivir, por tanto, de reequilibrio y de justicia en el espacio público. También estamos actuando para que 2 de cada 3 calles de la ciudad, del centro, ¿no?, de la parte más importante de Barcelona, estén destinadas a tener verde urbano, a tener espacio donde jugar, a tener espacio donde estar, y eso va ligado con toda una estrategia además de ciudad de reducir, ¿no?, la circulación de los coches en Barcelona para potenciar el transporte público, la bicicleta, el ir a pie, ¿no?, todos aquellos modos que van ligados con la lucha contra la emergencia climática. Y tenemos un plan de movilidad urbana que fija la reducción del 25%, ¿no?, de esos viajes que son insostenibles. Pero para hacer todo esto, evidentemente necesitamos recursos y por eso tenemos 3 estrategias concretas para conseguir esos recursos que financien estas políticas tan importantes. La primera, una fiscalidad ambiental y socialmente justa. Para ello, por ejemplo, hay que cumplir con ese principio no solo de que quien más tiene más pague, sino también de que quien más contamine también más pague. Principios hoy formales importantísimos a nivel mundial. Por tanto, estamos trabajando en que eso se materialice, por ejemplo, en el consumo de residuos, ¿no?, en la generación de esos residuos, y ahí tenemos una tasa específica, quien más residuos genera también más paga. O, por ejemplo, en el aparcamiento en nuestro espacio público, ¿no? Quien tiene un coche contaminante y quiere aparcar en el espacio público debe pagar más que quien tiene un coche que no es contaminante. O, por ejemplo, estamos trabajando en 2 proyectos innovadores, ¿no? Uno vinculado a políticas como las que se han hecho en la ciudad de Londres, a generar una tasa vinculada a la toxicidad por circular, ¿no? Si tu coche genera mucha contaminación y genera toxicidad, debe hacerse corresponsable, pues, de esa tasa nueva que queremos también que se pueda estudiar y valorar en la ciudad de Barcelona, como ha hecho la ciudad de Londres. O otras políticas concretas que pasan porque aquellos que utilizan constantemente nuestro espacio urbano, ¿no?, como pueden ser las personas que transportan el comercio que se compra vía online, ¿no?, pues también de alguna forma se hagan corresponsables de ese uso que hacen de nuestro espacio público. Y ahí, por ejemplo, las grandes compañías como, ¿no?, las grandes plataformas logísticas como Amazon deben corresponsabilizarse y deben pagar, ¿no?, por el consumo y por el uso que hacen de nuestro espacio público. Eso por un lado, fiscalidad justa y ambiental. La segunda estrategia, endeudamiento limpio. Queremos que el endeudamiento público de las ciudades, en el caso de Barcelona ya estamos en el 65%, llegue al 100% de endeudamiento limpio, y eso quiere decir que se contrate no con la vieja banca, sino con la banca ética, con la banca pública, ¿no?, con aquella que responde a unos valores y a unos criterios y que no financia combustibles fósiles. Otra de las estrategias para nosotros también fundamentales es el impulso de un tejido empresarial verde, responsable, ¿no?, y que además se lidere desde lo público. Por ejemplo, en Barcelona hemos creado el primer operador municipal, la primera empresa eléctrica, ¿no?, municipal, para decir basta, ¿no?, a la estafa del mercado energético que vivimos en España, y concretamente que desde Barcelona se empiece a apostar por una propuesta que nos ha permitido ya ahorrarnos 1 millón de euros y sobre todo también ahorrarnos más de 10.000 toneladas de CO2. Esos son 2 elementos fundamentales de esta nueva estrategia. Por tanto, tenemos 3 ámbitos muy concretos que nos tienen que permitir hacer ese salto cualitativo a esas políticas innovadoras para garantizar que no nos dejamos a nadie atrás y sobre todo que miramos hacia adelante construyendo unas ciudades donde la gente pueda y quiera poder vivir. Bien, eh bien on peut l'applaudir, la remercier d'avoir donné cette dimension européenne et se dire que de part et d'autre des Pyrénées, on a à la fois les mêmes problèmes et peut-être des solutions convergentes. Je pense que là, vous ne me démentirez pas sur ce point. On arrive au bout de cette table ronde. Merci à tous les 3 d'y avoir participé. Et je passe la parole, à moins que vous vouliez dire un petit mot, je passe la parole à mon camarade Nabil Bourassi pour la suite des tables rondes de cet après-midi sur le sujet des mobilités et l'automobile en ville et tous les sujets sur lesquels Nabil va prendre la main maintenant. Merci beaucoup.